Ici la voix de Benjamin Vincent, de retour de Las Vegas. Bonjour à tous. Et ici la voix de Fabrice Neumann. Bonjour à toutes et tous. 17 janvier 2025, le CES 2025 a fermé ses portes le 10 et aujourd'hui, nous vous proposons avec Fabrice de revivre la folle semaine du CES avec les meilleurs extraits de nos meilleures interviews. Et oui, de grandes keynotes comme celle de Nvidia et Delta aux startups géniales qui utilisent les moules pour suivre la pollution de l'eau en temps réel, vous allez savourer, on l'espère, la crème de l'innovation au CES 2025. Des extraits courts, souvent en moins d'une minute, pour vous donner envie d'écouter l'intégralité des interviews disponibles indépendamment dans le flux du podcast et sur la chaîne YouTube de Watch Audio ou tout à la fois sur la page spéciale de notre site lesvoixdelatech.com. Retour donc lundi 6 janvier dernier à la Michelob Ultra Arena de Las Vegas pour la première keynote de ce CES 2025, Fabrice. Et oui, avec Nvidia et son fondateur et CEO Jensen Huang, venu officialiser la nouvelle gamme de GPU baptisée Blackwell, si essentielle comme on le sait pour l'intelligence artificielle. Oui, et il se souvient de ce tout premier supercalculateur livré il y a 8 ans chez une start-up que personne ne connaissait à l'époque et qui allait donner naissance fin 2022 à ChatGPT. On écoute Jensen Huang. I delivered the first one to a startup company in 2016 called OpenAI. And Elon was there, and Ilya Sutskever was there, and many of NVIDIA engineers were there, and we celebrated the arrival of DGX-1, and obviously it revolutionized artificial intelligence and computing. But now artificial intelligence is everywhere. It's not just in researchers and startup labs. You know, we want artificial intelligence, as I mentioned in the beginning of our talk. This is now the new way of doing computing. This is the new way of doing software. Every software engineer, every creative artist, everybody who uses computers today as a tool will need an AI supercomputer. And so I just wish that DGX-1 was smaller. And, imagine, ladies and gentlemen, this is NVIDIA's latest AI supercomputer. And it's finally called Project Digits right now. And if you have a good name for it, reach out to us. Voilà, Project Digit, c'était le nom de code du projet au départ, il y a 8 ans. Tout petit, hein, tu as vu ce supercalculateur IA de chez Nvidia, il fait la taille d'un Mac mini. Ouais, c'est rigolo. Beaucoup plus puissant. Alors voilà, on sait que les Mac mini, les derniers avec processeur M4 sont formidables, mais ils ne sont pas totalement dédiés à l'intelligence artificielle. En fait, c'est vraiment la continuité, je trouve, de ce qu'a commencé, en tout cas auprès du grand public, ChatGPT, c'est-à-dire la création d'une nouvelle plateforme véritablement de l'informatique. Il y a les Mac, il y a Windows, et puis en fait, il y a l'IA qui change complètement. On peut même ajouter des dernières annonces de ChatGPT qui permettent maintenant de créer des tâches et des tâches répétitives. Donc on peut demander à ChatGPT de nous rappeler de faire des choses. C'est vraiment le renouvellement de l'interface et de la façon qu'on a d'utiliser l'ordinateur, et ça change tout. L'autre image de cette keynote Nvidia, Fabrice, c'est toujours Jensen Huang, seul sur scène, mais entouré cette fois d'une armée de robots humanoïdes dont l'intelligence repose aussi sur les cartes de Nvidia. Okay. Well, let me tell you what I told you. I told you that we are in production with 3 new Blackwells. Not only is the Grace Blackwell supercomputers, NVLink 72s, in production all over the world, we now have 3 new Blackwell systems in production. One amazing AI foundational world foundation model. Bon, l'image est frappante. Je t'avoue que dans la salle, je n'étais pas capable de dire si les robots étaient physiquement sur scène ou si c'était des projections à l'écran. L'intégration est très, très bien réalisée. Est-ce que tu as une idée, Fabrice ?
En fait, j'ai une idée en regardant la première vidéo, c'est-à-dire que c'est bien monté, on a l'impression qu'il fait un peu le rôle de prestidigitateur aussi, parce qu'il montre un supercalculateur qui rétrécit, et ensuite il va le chercher, mais en masquant la table, et donc il fait un vrai numéro de prestidigitateur. Exactement. Et je pense que c'est ça qui se passe avec les robots qu'on voit pas longtemps, qui semble-t-il sont effectivement plutôt des projections. Alors, autre jour, mardi 7 janvier, autre keynote, celle de Delta, et autre lieu, la Sphère, une grande première pour le CES. Et Gary Shapiro, son organisateur, en a vu des stars et des keynotes, mais là, il en a presque le souffle coupé en arrivant sur scène avec Delta. Please welcome CEO of the Consumer Technology Association, Gary Shapiro. Wow! This is incredible! I am so thrilled to be here introducing a keynote at Sphere for the first time in CES history. Voilà, effectivement, c'était la première fois qu'une conférence, qu'un lancement avait lieu dans la Sphère, cette salle sphérique, comme son nom l'indique. Et aussi impressionnante de l'extérieur, c'est un écran géant sphérique, à l'intérieur, parce que c'est aussi un écran géant sphérique dont Delta s'est servi pour nous emmener dans les nuages pendant 1h30. Bon, ce que je trouve marrant et vraiment intéressant, c'est que Gary Shapiro, qui est là depuis si longtemps, il a vu des évolutions de la technologie complètement folles, quand même sur les 30 ou 40 ans d'histoire qu'il a avec la techno. Je pense que se retrouver sur scène au milieu de cette sphère, ça a dû être pour lui un événement phénoménal. J'imagine que rien que de penser au progrès pour arriver jusque-là, ça a dû être vraiment quelque chose. Absolument. Alors, des annonces innovantes, on en attendait. Ed Bastian, le CEO de Delta, est venu officialiser Delta Concierge, un service haut de gamme qui inclura bientôt des taxis volants. Il s'appelle Joby. So taking a car is not going to be an option. Guess what? Delta Concierge is already working on an alternate solution, a Joby, a new breed of electric vehicle vertical takeoff and landing aircraft, which can get her to the airport in a short fraction of the time. Pretty cool, huh? I wish we had that in New York today. All Eve needs to do is to ask Delta Concierge to confirm the Joby, and off she goes. Les taxis volants à Paris, on y a cru et ils ont été empêchés par la mairie de Paris. Là, Joby, dans le cas de Delta, Ed Bastian le dit, c'est pour dans 2 ans maximum, à New York et à Los Angeles pour commencer. Est-ce que tu y crois ? Écoute, moyennement, parce que puis la présentation qu'on vient de voir, c'est très futuriste, c'est très mise en scène, tout ça c'est très bien. Je sais pas trop, j'ai un peu de mal à y croire. Et l'autre question qui me vient, je sais pas si tu as la réponse, c'est quand ça marchera, est-ce que quand on prendra le Joby, on aura la musique? That's incredible. Gary Shapiro, I think we need to get some at the next CES in Vegas that could be able to get us around the mean streets of Las Vegas a lot easier next year's conference. Joby is going to transform how we move through the travel experience. And it's not a distant future that we're talking about. We expect Joby to be flying in the next couple of years, beginning with our service to Los Angeles and New York City.
Non, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi, tu monterais seul dans le Joby? Alors, monter seul ou accompagné, parce que rappelons, hein, les Joby, il y a que 2 places. Alors, s'il y a un pilote en plus, il n'y a pas beaucoup de place pour des passagers. Probablement oui, parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc, j'ai très envie d'essayer. Oui, bien sûr, absolument. Bon, bah écoute, on te garde une place, Fabrice. Dans 2 ans. Bon, Delta a un partenaire très important, c'est Airbus. Et Julie Kitcher, la patronne des questions environnementales chez Airbus, était là dans la sphère pour annoncer des tests conjoints autour d'une nouvelle technologie d'aile d'avion qui se plie. On l'écoute. We're actually working on wings that do change shape. If you think about an eagle in flight and the way those wings bend and change shape, well, we're actually working on longer, leaner, lighter wings with moving parts that change shape in flight to improve aerodynamics, reduce fuel used to cut costs and emissions, and that's what we're doing to support you, Ed, at Delta. And for those of you who grew up with Star Wars, like I did, that means science fiction is actually becoming a reality when we see those wings moving. So I'm really thrilled to be able to announce collaboration with Delta and Airbus on early stage technology between our innovation labs, including Airbus Up Next, to explore wing performance, fuel efficiency, superconductivity, which is about the efficiency of electrical energy, and advanced aircraft assistance. And so, Ed, that collaboration will be key to us because we need your feedback to be able to continue to develop the best aircraft and achieve our shared vision together. Une petite annonce techno de piste de recherche, mais c'est vrai qu'il en a manqué dans cette keynote. On pouvait espérer découvrir l'avion du futur, carrément, ça n'a pas été le cas. Non, mais j'imagine que c'est difficile aussi de s'engager publiquement en disant on va faire ci, on va faire ça. En même temps, c'est aussi ça le CES. Des fois, on s'en moque, mais c'est aussi de voir des projets qui sont peut-être un peu des moonshots, comme on dit, c'est-à-dire on n'est pas sûr d'y arriver, mais de voir quelque chose qui donne envie, qui donne une direction, et puis ensuite, on va peut-être changer de direction au milieu. Mais il y a quand même certains projets qu'on voit au CES et puis qui arrivent. Enfin, j'ai envie juste de parler tout bêtement. On a aujourd'hui dans nos maisons des écrans de télévision 4K. Quand ils étaient présentés il y a 15 ans pour la première fois, tout le monde pensait, d'abord ça coûtait donc $100 000, etc. Et on se disait, on n'aura jamais ça chez nous. Et puis maintenant, ça coûte 500 balles. Donc, c'est possible. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce genre d'annonce aussi. Toujours au CES 2025, il y a quelques jours, Fabrice, cette fois on va se diriger dans les endroits un peu plus conventionnels du CES et on va directement passer de la très grosse entreprise à la start-up. Cette start-up, elle est française, elle s'appelle Cryptor in the City. Ce sont des secrets cachés dans la ville sous forme de panneaux qu'on cherche, qu'on va scanner avec son smartphone. Chaque panneau représente un personnage historique lié au lieu. C'est un peu le Pokémon Go de la culture. Et c'est ce que Guillaume Mazurage, le cofondateur de Cryptor in the City, m'a expliqué au CES. Alors concrètement, c'est très facile. On télécharge une application qui est gratuite pour l'utilisateur. Dedans, on a une carte qui vous donne des indices sur le positionnement des différentes œuvres. Là, vous le voyez, par exemple, ce sont des œuvres qui sont littéralement cachées dans la ville. Et toujours en partenariat avec les villes, donc c'est pas de l'affichage sauvage, je le précise. Il y a des indices pour les trouver. Plus le nombre d'indices est utilisé, moins on marque de points. C'est un classement national. Une fois qu'on les trouve, le personnage commence à vous challenger. Salut, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là, par exemple? Trouver Henri IV pas très loin du centre de Paris. C'est une façon un peu déjà de toucher le public. Ensuite, l'expérience peut être prolongée, c'est-à-dire, si on veut, il nous raconte les points forts de sa vie. Puis ensuite, il nous challenge cette fois avec un vrai questionnaire. Et si on se débrouille assez bien, on débloque son intelligence artificielle. Et je précise, son IA est codée véritablement pour répondre à la personnalité du personnage. Ce qui fait que Guillaume le Conquérant va s'exprimer un peu comme un Godefroy de Montmirail, très chevaleresque, très riche. Alors que notre Louis XIV, qui est ici, c'est un Louis XIV très fier, très imbu de lui-même. C'est le roi de France, c'est le roi soleil, donc il a sa personnalité. Là, on a Joséphine Baker. On a eu une très belle présentation par l'ambassade américaine de Paris qui nous avait invités il y a un mois pour les 80 ans. Et pour Thanksgiving, on leur a fait Sacagawea, qui est le symbole de l'exploration du Grand Ouest américain. Et pour l'occasion, ici aujourd'hui,
On a fait l'esprit du CES, donc CES Spirit. Et lui, en l'occurrence, si on l'attrape, il raconte tous les grands secrets du salon à Las Vegas. Voilà, et il est sympa. Je sais que par exemple des gens de la direction de Disney sont passés les voir sur leur stand au CES, peut-être avec l'idée d'en mettre dans les parcs à thème Disney à travers le monde. Bah, pourquoi pas, hein. Et puis c'est un vrai bon usage du smartphone qu'on a quand même maintenant tous dans nos poches avec des bonnes connexions. Pour raconter ma petite vie une petite minute, je suis allé visiter l'abbaye de Fontevraud pendant la trêve des confiseurs. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y avait aussi des petites choses comme ça, pas fait par eux, mais on pouvait scanner un QR code, là, directement le QR code, ce qui n'est pas le cas ici. Et on avait du coup des personnages en réalité augmentée qui apparaissaient au milieu du décor et qui racontaient des histoires. Et c'était très très bien fait, c'était vraiment, vraiment très bien. Donc j'imagine que c'est un peu à ça que ça ressemble. Et ça va être génial de visiter des villes comme ça ou n'importe quel endroit. D'ailleurs, ils ont déjà signé avec Deauville et Cabourg, qui sont les 2 premières villes à avoir adopté leur technologie. On va rester dans le loisir, Fabrice, avec une console de jeu portable qui va sortir, si tout va bien, juste après l'été. C'est MyArcade, le français, qui la proposera, cette console. C'est la Game Station Go, sous licence Atari, avec 200 jeux Atari à l'intérieur pour à peu près le même prix en euros. Une petite merveille que j'ai pu tester pour vous et que Manuel Simonet, le directeur des ventes en Europe, te présente. Et je le dis tout de suite, je crois que tous les deux, on en a envie. Atari, une légende du jeu rétro gaming aujourd'hui, avec une console portable dans un format compact et polyvalent, parce qu'on peut à la fois jouer en mode nomade, mais aussi sur sa télé, grâce à une prise HDMI. On a plus de 200 jeux intégrés, donc à la fois des jeux rétro qui sont issus des systèmes Atari 2600, 5400 et 7800, pour les nostalgiques, mais aussi des jeux remis au goût du jour. Une dizaine de jeux phares d'Atari comme Pong, Missile Command, Asteroids, avec des codes design beaucoup plus modernes, qui satisferont à la fois les nostalgiques et les nouveaux joueurs. On a aussi l'addition de Pac-Man. Pac-Man était présent sur les toutes premières consoles Atari, ce que peu de gens savent, mais pour ceux qui les ont connus, c'était le cas. Et on a, parmi tous ces jeux, des jeux qui peuvent se jouer à la fois avec les contrôleurs qui sont installés sur la console, donc le paddle, la croix ou le trackball. C'est un peu délicat de faire cette comparaison, mais bon, on pourrait se dire que c'est un peu comme une Switch, on va dire. L'écran fait 8 pouces de diagonale. Et puis pour ceux qui aimeraient jouer de façon peut-être un petit peu plus confortable, on a développé des manettes additionnelles, donc un arcade stick et une manette un peu plus compacte qui permet d'être peut-être plus à l'aise pour certains joueurs qui préfèrent utiliser d'autres types de manettes. Ah, ça fait envie, on est d'accord. Hein, bah oui, voilà. Bien sûr. On la veut tous, cette Game Station Go, donc qui sera à moins de 200 € au moment de sa sortie. Je sais pas si tu fais du ski de randonnée, Fabrice. Non, mais vu ce que tu as trouvé sur place, je pense que je vais y essayer maintenant. Et oui, parce que j'ai trouvé les premiers skis de randonnée à assistance électrique. Ils réduisent en fait l'effort nécessaire de 30 à 40%. Et c'est Nicolas Colombo, le CEO de e-Outdoor, qui nous les présente. Il y a un standard ski avec des attraction belt ici, qui va donner la traction sur la neige. Et ça, c'est activé par le moteur ici. Il va roter ici. Ça, c'est activé par la batterie ici. Et donc, quand tu as fini la son, tu vas remover la batterie ici. C'est très facile. Tu la vas remover ici. Voilà, ça c'est le component. Dans le sac à dos? Tu la vas poner dans le sac. Et puis il y a un standard ski pour la descente. Pour descendre. Voilà. Ça c'est pas disponible sur le marché. Ça c'est Eskimo. Tu la vas trouver avec de l'Ski Brand. So, nous avons B2B pour vendre la technologie de l'Ski Brand. Voilà, merci à Nicolas pour ses efforts en français. Oui. C'est sympa de sa part. Voilà, donc il faut compter 50% en plus du prix d'une paire de skis de randonnée classique pour la version motorisée. Et la sortie est prévue, si tout va bien, courant 2026.
Voilà, pour ce Eskimo. Avec Juste deux pour, M. pour Et un O. comment dirais-je dire à ceux qui nous écoutent s'ils peuvent aller voir la vidéo. Alors effectivement, finalement, pour tout cet épisode, ça vaut le coup d'aller regarder. Mais à un moment, il dit que c'est très facile à enlever et c'est vraiment le vrai parce qu'il le fait à une seule main puisque de l'autre main il tient le micro. Ouais. Donc c'est vraiment facile. Ça vaut le coup d'aller regarder. On va rester dans le secteur de la mobilité, Fabrice, pour vous faire découvrir un skate digne de Mad Max, un skate increvable qui passe partout. Il est proposé par SQ Motors et c'est Adrien Ladan, le cofondateur de la startup, qui nous l'a présenté à Unveiled au CES 2025. Ça, c'est le Sternboard. C'est un skate électrique tout-terrain sur 3 roues. C'est fait pour rouler vraiment partout. Là, on peut rouler en ville, évidemment, mais aussi sur le sable, à l'océan ou à la mer. On roule en montagne, on roule en forêt. C'est très stable, il suffit juste de bouger un petit peu les chevilles comme ça pour aller partout. Et en termes de spécificité, nous on est sur 3 roues, c'est pour l'adhérence, le moteur est dans la roue arrière, on est entièrement étanche, là on peut littéralement rouler sous l'eau. Et aussi on a la batterie qui est dans le sac à dos, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va le mettre. On a la batterie qui est dans le sac, comme ça permet de la protéger des chocs de l'environnement extérieur vu qu'on fait du gros tout-terrain. Et aussi évidemment l'étanchéité. On a une télécommande à la main. Télécommande, petite molette, c'est pas compliqué. Vers l'avant, on accélère, vers l'arrière, on freine. Et avec ça, on peut aller absolument partout. C'est 60 km/h la vitesse de pointe, donc voilà, faut quand même bien maîtriser l'engin parce qu'il y a moyen de se faire mal. Mais en tout cas, pour ceux qui apprécient, il pourrait figurer dans un film, ce skate. En tout cas, du coup, casque obligatoire aussi. Alors, un secteur qui a été très, très présent au CES 2025, Fabrice, c'est la santé. On va vous montrer plusieurs exemples d'idées assez géniales. On va commencer par une marque française qu'on connaît bien, qu'on suit depuis longtemps. Cette marque, c'est Withings, avec son président et cofondateur Eric Carrel, venu à Las Vegas pour présenter un concept, une sorte de miroir de salle de bain, mais qui est beaucoup plus que ça, et qui en fait regroupe toutes les technologies inventées par Withings depuis sa création. Eric Carrel nous présente Omnia. Et l'idée, c'est en fait ce qu'on essaie de faire depuis 15 ans, c'est-à-dire de donner du sens à toutes les données qu'on va chercher à travers nos différents produits et de les réunir pour, à travers l'intelligence artificielle, accompagner nos utilisateurs jour après jour. C'est vraiment d'aller chercher du sens à travers ce qu'on appelle des scores. Un score, c'est quoi ? C'est l'analyse sur le long terme de l'évolution d'un certain nombre de données de santé qui peuvent venir de nos personnes, qui peuvent venir de notre analyseur de sommeil, de nos montres, etc. Et d'essayer à travers ça de détecter des évolutions sur un certain nombre de verticales maladies. Par exemple, cet utilisateur est en train de développer un diabète, est en train de développer une maladie cardio-métabolique. Et ça, d'une façon beaucoup plus précise que la médecine n'a jamais été capable de faire, puisque, en pratique, on ne va chez le médecin que quand on est malade. Et donc, on n'arrive pas à travailler en avance de phase pour aider l'utilisateur à ne pas rentrer dans cette maladie ou au contraire, à la détecter le plus tôt possible pour l'aider à ne pas rentrer profondément dedans à un moment où c'est encore réversible. Intéressant, hein, la technologie qui permet un suivi presque en temps réel, quotidiennement en tout cas, et qui permet de dégager des tendances pour presque anticiper les problèmes. C'est la réponse à donner à tous ceux qui ont un doute quand ils te voient porter une montre connectée ou autre chose. Ils disent mais à quoi ça te sert de savoir comment tu dors tous les jours, etc. Et en fait, c'est pas ça que ça fait, c'est que ça te prévient si justement il y a quelque chose qui sort de la moyenne. Et tous ces appareils, et Withings fait ça bien, c'est-à-dire petit à petit, ils font grandir leur gamme de produits qui sont tous interconnectés et qui permettent de faire un suivi de santé très très précis, sans justement qu'on ait besoin de s'en soucier au quotidien soi-même. Alors la trouvaille suivante, Fabrice, je vais te laisser la présenter parce que c'est moi qui les ai rencontrés, mais je crois que c'est un des produits que tu as préférés. C'est la ceinture haptique et la caméra de chez Arta, tu te souviens ? Oui, de chez Arta, je me souviens très bien. C'est vraiment quelque chose de formidable. C'est
pour les non-voyants ou les malvoyants, pour les aider à voir. Et ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'avec une petite caméra qu'on porte sur la tête, qui est une caméra et un détecteur de profondeur, ça transmet des données à une ceinture lombaire, et sur la ceinture lombaire, il y a un certain nombre de picots qui vont reproduire une image sur le dos, et le cerveau est capable de fabriquer une image dans le cerveau, même des non-voyants. On les laisse nous expliquer. Donc la petite caméra, en fait, elle est composée d'une caméra normale que vous pouvez trouver sur iPhone et dans ce qu'on appelle un TOF qui permet de capter la profondeur. Donc c'est-à-dire que même le soir, quand il n'y a pas de lumière, le capteur permet de vous décrire les images en relief. Et cette information-là est envoyée directement à la ceinture haptique qui est composée de plusieurs 260 picots qui vont dessiner très rapidement l'image, 100 images par seconde. Vous voyez, ce sont des solénoïdes, des impulsions, tac, qui vont, vous mettez ça sur un vêtement et qui vont dessiner, comme quand on était petit, on dessinait dans le bas du dos. Et ben là, sauf que vous avez un écran derrière. Et ça va tellement vite que l'information va directement dans le cortex visuel. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'au début, on n'allait pas très vite, on allait à 3 images par seconde. Et en fait, la personne utilisait plutôt la mémoire. Et plus on est allé vite, plus l'impression, l'image se génère et génère une image visuelle neuronale. Voilà, Louis de Véron, l'un des fondateurs de Arta, près de 6 000 €, je crois que ça va être le prix de vente de cet ensemble, mais l'idée est géniale et je leur souhaite, et on leur souhaite évidemment, beaucoup de succès. Une autre entreprise française, une start-up, dont c'est le deuxième CES, qui était déjà là l'an dernier, elle s'appelle Atana et elle propose désormais 2 produits pour limiter, soulager les troubles de la ménopause, bouffée de chaleur, suée nocturne. C'est Tadej Caron, son cofondateur, qui nous présente ces 2 produits. Il s'appelle Era et Mouna. Du coup, on arrive sur la première solution, qui est l'appareil Era, qui est comme un glaçon électronique qui permet de soulager les bouffées de chaleur à la demande en permanence lorsqu'on va le poser sur des zones thermosensibles, comme la poitrine, comme les avant-bras ou encore la nuque ou le visage. On est vraiment sur l'instant, on soulage en 5 secondes les bouffées de chaleur. C'est un produit qui se recharge par USB-C. En 40 minutes, il est opérationnel pendant 4 jours. On le commercialise en Europe et également en Corée du Sud. On arrive sur le deuxième produit qui est un oreiller thermorégulé qui va garder votre tête au frais toute la nuit pour améliorer votre sommeil et également soulager les sueurs nocturnes. Ici, directement sur l'oreiller, vous pouvez régler la température que vous souhaitez. Derrière, on va refroidir ou chauffer de l'eau. On va l'envoyer à travers un tuyau et à travers cet oreiller pour vous garantir une nuit réparatrice et confortable. Voilà, 900 millions de femmes concernées par les troubles de la ménopause. Atana, ils étaient au CES l'année dernière, ils ont levé 1 million d'euros, ils en cherchent 2. Ils ont ouvert une filiale en Corée, d'où la distribution de Era, le glaçon électronique en Corée et en Europe. Voilà, une belle réussite qui ne demande qu'à grandir et qui répond sans doute à des besoins qui ne sont pas les nôtres, service, mais qu'on comprend. Oui, alors en même temps, ce genre de problématique de régulation de la température du sommeil, là ça touche tout le monde, les hommes et les femmes. La température du corps change pendant la nuit. En fonction de l'âge aussi, c'est pas pareil. On a souvent froid quand on s'endort et plus chaud dans la nuit et ensuite l'inverse. Il y a tout un tas de produits qui sont aussi déjà sortis pour aider à la régulation du sommeil. Donc ça va tout à fait dans ce sens-là et je pense que c'est très intéressant et un vrai atout pour tout un tas de gens qui ont peut-être des problèmes de sommeil, justement. Moi, c'est l'un des produits dont j'avais entendu parler l'an dernier, que j'espérais voir cette année au CES 2025. Et ce produit, ce sont les lunettes avec aide auditive intégrée invisible de Nuance Audio, une nouvelle marque du groupe Essilor-Luxottica. Le mieux, c'est de laisser Pascal Desroches, la vice-présidente du marketing, nous présenter ces lunettes incroyables. On a vraiment l'aide auditive, la prothèse auditive d'intégrer directement dans la monture de la lunette. Donc, c'est complètement invisible. C'est un des stigmas qui existent le plus. C'est, bon, c'est visible, ma prothèse auditive, on n'aime pas. C'est dérangeant de l'avoir dans l'oreille. Donc ça, ici, on a vraiment ce qu'on appelle une oreille qui est dégagée. Ce qu'on aime particulièrement, c'est vraiment d'avoir les micros d'intégrer. On a aussi tout un software d'intégrer à l'intérieur de la lunette. Donc, ça permet vraiment de sélectionner le son qu'on veut amplifier.
Donc, la technologie de la lunette permet d'amplifier le son de la personne qu'on voit, la personne à laquelle on parle. Donc, on est vraiment dans la directionnalité de l'amplification du son. C'est très directif. Exactement. Et c'est vraiment la grande technologie. Par contre, quand on est en voiture, on veut être sûr aussi d'entendre tout autour de nous. Donc, on aura aussi un mode, grâce à l'application, qui nous permet d'entendre tout autour de nous. Nos haut-parleurs sont intégrés dans la monture de la lunette. Donc, on est le seul à entendre. Donc, c'est vraiment très personnalisé. Personne autour peut savoir qu'on a une aide auditive qui est intégrée dans la lunette. Mais le son s'aligne directement et le son est amplifié grâce aux haut-parleurs intégrés dans la lunette. En gros coup de cœur pour moi, ces lunettes de chez Nuance Audio qui devraient sortir dans le courant de l'année en France et qui sont proposées aux États-Unis à un tarif de $1 050, ce qui fait à peu près 1250 € TTC si on fait une stricte conversion Fabrice. Bon, on verra, et puis on ne sait pas si ça inclut les verres ou pas, mais c'est un produit qui m'a plu aussi énormément, parce que c'est la technologie, on l'a déjà dit, mais comme on l'aime, c'est-à-dire qu'on prend quelques éléments technologiques, on les met ensemble, et ça crée un produit qui aide vraiment, et on voit là les progrès, tous ces progrès de miniaturisation qui résultent dans une paire de lunettes qui ressemble à une paire de lunettes. C'est tellement génial, justement. Oui. Voilà. Alors, à mi-chemin entre la santé et la protection de l'environnement, idée étonnante, celle d'utiliser des mollusques pour surveiller l'eau 24 heures sur 24. C'est l'idée de Molluscan Eye, et c'est Jean-Charles Massabio qui nous présente la technologie utilisée avec les moules et les huîtres. Là, vous voyez actuellement les 2 électrodes qu'on va coller sur les valves des huîtres. Et ces 2 électrodes fonctionnent comme des électroaimants. Et donc, une fois que c'est collé sur les valves des huîtres ou des moules, quand l'animal bouge, on va suivre tous ses mouvements par les variations de distance entre les électroaimants. Mais on va vraiment tout suivre, C'est-à-dire que le moindre petit mouvement va être mesuré. Un animal qui est tranquille, relax, happy as a clam, comme disent les Américains, ça va très peu bouger. Par contre, dès qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'eau, hop, là, les mouvements vont s'accélérer. Et tout ça, on va le mesurer. On va aussi mesurer l'heure à laquelle ça se ferme, l'heure à laquelle ça s'ouvre. Et là, on entre dans le domaine des rythmes biologiques. Et chez nous, le fait qu'on dorme à heure fixe, qu'on se réveille à heure fixe, c'est plutôt un bon signe, qu'on passe pas la nuit à tourner dans le lit. Pour elle, c'est exactement pareil. C'est pour alerter les clients, les utilisateurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a une pollution, un début de pollution, s'il y a eu un incident, on gagne beaucoup d'argent, on sauve beaucoup d'argent si on peut intervenir tout de suite. Plus la pollution est prise tôt, moins elle coûte cher. Moins elle coûte cher en termes de dépollution, moins elle coûte cher en perte d'image. Et ça, c'est fondamental. Voilà, Patrick Jean-Charles, sans doute le doyen de la délégation des startups françaises au CES. Oyster Power, j'ai adoré leur sweatshirt aussi. Ouais. Encore une idée géniale. Mais c'est ça, alors, ce qui est formidable, je trouve, c'est que on commence par sourire en voyant, je crois que ça a été ta réaction, en voyant les fausses moules sur la table et les fausses huîtres aussi. Et puis on dit, moi le premier truc qui me vient aussi à l'esprit en regardant ça, c'est heureusement que les moules et les huîtres n'ont pas de syndicat parce que c'est de l'exploitation. Et puis bon, ça c'est pour la blague. Et ensuite on s'aperçoit que c'est d'une intelligence rare en fait, parce que voilà, la nature a encore tellement de choses à nous apprendre et on peut l'utiliser pour justement pour avoir des résultats qui sont vraiment utiles, et au-delà de gagner de l'argent, mais c'est aussi un moyen de s'assurer de la qualité de l'eau. C'est quand même absolument fondamental. Ouais. Et pour que ce soit statistiquement satisfaisant, il faut 16 moules ou 16 huîtres connectées, et s'il y en a plusieurs qui réagissent en même temps, eh bien c'est sans doute qu'il y a effectivement un problème, et c'est à ce moment-là que l'alerte est donnée. Alors on va changer complètement de secteur, Fabrice, puisqu'on va passer dans le domaine de la mode, avec un revenant au CES, c'est Imki, qui, après The Couples l'an dernier, cette fois a travaillé avec un grand fabricant de chaussures, Jonak, pour une collection créée avec une intelligence artificielle et orientée autour des lacets.
Je vais laisser Raoul Cruz Bonilla, le vice-président IMIA de Dinky, nous présenter cette collection de drôles de chaussures. Dans la première partie, donc une IA qui a été conçue par nos équipes avec leurs images, qui a été entraînée sur une période de 4 semaines pour restituer de façon la plus juste l'ADN de la marque. C'est très complexe, c'est fait grâce à des stylistes chez nous qui ont les bons vocabulaires pour pouvoir le faire. Dans un endroit sécurisé avec des GPU qui leur sont dédiés. Donc il y a aussi un côté sécuritaire. Ensuite, ces images que vous avez peut-être dans la vidéo, mais surtout les images de ces chaussures-là, ont été partagées avec les fournisseurs et appuyé avec un dossier technique. Et ça, c'est l'image que vous avez ici. Je vous le montrerai. Ça, c'est des images qui vont sortir de l'IA. Et une fois qu'on envoie ça au fournisseur, on a un seul échantillon, le produit est juste. Il faut savoir qu'on peut avoir, pour avoir un échantillon juste, sans utiliser l'IA comme ça, entre 3 et 4 allers-retours pour le faire. Ça veut dire qu'en moins de 3 semaines, une fois qu'on a fini l'IA, on a pu lancer l'échantillonnage. Aide à la créativité, gain de temps aussi, assez étonnant. Et puis, toutes les marques du luxe, évidemment, s'intéressent de très près à l'utilisation de l'IA, avec évidemment le concours d'humains designers dont c'est le métier. J'ai eu la question il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui me demandait mais c'est quoi le business plan de l'IA en parlant, tu sais, des investissements fous, ou en tout cas fous, réalisés ou voulus par OpenAI, par exemple. Et du coup, c'est quoi le business plan ? On ne sait pas encore exactement ce que c'est le business plan, mais on voit bien qu'il y a un intérêt marqué pour l'IA, et puis un vrai intérêt pratique d'utiliser l'IA pour ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire prendre des données, les mouliner et créer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas sortir autre chose qui suit ce qu'on lui donne et qui est capable de nous aider à réfléchir. Quel bel exemple. Après, la mode, c'est les goûts et les couleurs, mais quel exemple incroyable. Bien sûr. Alors, on va passer à un domaine plus scientifique, hein, avec une machine extraordinaire que j'ai découverte un peu au hasard à l'Eureka Park au CES 2025. Je suis passé chez Ablatom. Ablatom a conçu un scanner unique au monde à base d'un laser qui est capable d'identifier n'importe quel type de matériau en un temps record. Et c'est Florian Trichard d'Ablatom qui nous présente cette Ablascan. C'est une technologie laser qui permet quasi instantanément de révéler toute la composition chimique des matériaux, c'est-à-dire on va identifier quasi instantanément les atomes qui constituent la matière. On va, sur le système que vous voyez, qu'on vient de lancer au CES hier matin, l'Ablascan, on va introduire un échantillon à l'intérieur d'un système à pression et température ambiante, et on va pouvoir ici, comme vous le voyez, on va pouvoir définir et effectuer une séquence à la surface du matériau. Donc ici, vous avez une image de matériaux qui sont issus du recyclage, qui sont des déchets qui ont été broyés et qui visent à être recyclés. Donc l'objectif, ça va être de le scanner très rapidement avec le faisceau laser et on va détecter l'ensemble des éléments constitutifs de cette matière. Donc là, quand je parle des éléments constitutifs, notre technologie a l'avantage de couvrir l'ensemble du tableau périodique de Mendeleïev, y compris les éléments légers, qui sont difficilement détectables avec les techniques conventionnelles et qui, pour notre technologie, vont permettre de détecter du lithium, du bore, du beryllium, des éléments d'intérêt dans différents domaines. Voilà, et ça marche même dans le domaine médical, hein, puisque un Ablascan a été installé à Grenoble et il sert aux biopsies pour détecter dans les tissus des composés qui ne devraient pas être présents dans un organisme sain. Donc, assez étonnant. Je pense que ça va légèrement plus loin qu'un autre produit qui a été présenté par L'Oréal, mais plutôt dans la mode, où il y a des petites pastilles qu'on colle sur la peau et ensuite on met ça dans l'appareil pour essayer de détecter si on a la peau acide ou quelque chose, ou si on fait une réaction allergique à certains produits de L'Oréal. Je pense que là, ça va un petit peu plus loin. C'est sûr, c'est sûr. Alors, il y a des idées géniales dans ce domaine. Les Français ne sont pas les derniers, loin de là, au CES. On va s'intéresser à Yellowscan, qui a mis au point un lidar bathymétrique. C'est Tristan Alouis, le CEO de Yellowscan, qui nous présente ce lidar. C'est un système de cartographie en 3D qui permet de cartographier les fonds des zones côtières et des rivières faiblement profondes. Donc on mesure, c'est un système qui est destiné aux drones.
Donc on vole au-dessus de l'eau et le laser traverse l'eau et vient mesurer le fond, la position du fond. Voilà, et on est capable de restituer des cartographies précises des zones côtières, par exemple pour étudier l'érosion, étudier les infrastructures qui sont mises dans l'eau de manière assez précise. Moi, ça me fascine toujours, en fait. Ça existe depuis des années, mais un appareil qui mesure sous l'eau sans toucher l'eau, ça me fascine. Ben oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Alors l'enjeu là, c'est la précision effectivement, mais c'est aussi le poids, puisque Solida il va être fixé sous un drone. L'autonomie du drone, elle dépend directement du poids de la cargaison. Et donc, chaque gramme, chaque dizaine de grammes compte, et c'est l'un des succès et l'une des particularités de ce navigateur, c'est qu'il est beaucoup plus léger que la concurrence. Donc, un grand bravo à Yellowscan. Toujours dans le domaine un peu scientifique, en tout cas de l'exploration, on va rejoindre le sujet de la randonnée, alors pas forcément à ski, avec des jumelles intelligentes, avec de la réalité augmentée. C'est Unistellar, dont on connaît déjà les télescopes connectés, qui les a présentés au CES. Ces jumelles s'appellent donc Envision, et c'est Laura Vielzeuf, la directrice des opérations marketing, qui nous présente ces jumelles. Il s'agit de jumelles intelligentes avec une surcouche, on va dire, de réalité augmentée. Donc, la façon dont fonctionnent ces jumelles, c'est que si on est en exploration finalement de jour comme de nuit, là par exemple, si on se balade sur une montagne et qu'on veut savoir ce qui se passe autour de nous, on peut se servir des jumelles en fait pour savoir ce qui nous entoure. Donc qu'il s'agisse en fait du nom d'un sommet, d'un chemin, d'un refuge, d'une rivière qui passe. Et de la même manière, en fait, si on s'en sert de nuit, on peut aussi voir les constellations. Si on zoome sur la Lune, on peut voir les noms des cratères, le site d'alunissage de Apollo 11, toutes sortes de choses qui sont super intéressantes. Et là où on est très content, c'est que ce produit finalement nous ouvre la possibilité, en fait, ou en tout cas la porte au monde de l'exploration diurne. Voilà, donc on n'est pas toujours connecté quand on est dans ces régions coupées du monde. Donc il faut télécharger à l'avance les données de la région pour après partir en balade et profiter des données que les jumelles mémorisent pendant qu'on est en balade. La sortie est prévue courant 2026, donc c'est pas pour tout de suite. On est vraiment sur un early prototype, comme on dit. Ah, ça, tu vois, j'avais pas noté ça, c'est un petit peu dommage. C'est le truc, c'est le petit arrière-goût qu'on peut avoir des fois au CES où on voit des choses qui donnent vraiment envie et puis il faut attendre, et des fois quand on attend, ça n'arrive jamais. Alors écoute, on verra si l'année prochaine ils sont encore là pour nous dire que ça arrive l'année d'après. Bon, un petit tour du côté des startups qui s'occupent d'éducation. C'est le cas de Biki, une startup suisse. Et on va aller à la rencontre de Jacques Boé qui nous présente cette petite boîte incroyable qui fonctionne même quand il n'y a quasiment rien autour. Alors Biki, en fait, nous on est une EdTech genevoise basée en Suisse donc, et on a inventé la Biki Box. La Biki Box permet à nos clients de déployer des salles de classe digitales n'importe où dans le monde, sans Internet et sans courant. C'est la Biki Box. B-E-E-K-E-E Box. En gros, premièrement, il y a dedans une antenne Wi-Fi, un petit ordinateur du style Raspberry, et de la mémoire, et un ventilateur et une batterie. Grosso modo, c'est les ingrédients essentiels. Après, le scénario, c'est je suis instructeur, j'arrive dans un village et je veux apprendre aux gens, par exemple, comment faire un café plus durable. C'est un cas réel, à Bornéo. J'arrive, bonjour, j'appuie sur le bouton. Ça déclenche le Wi-Fi. Je demande après à mes élèves, les étudiants, aux apprenants en fait, de se loguer sur le Wi-Fi, comme sur un Wi-Fi normal, sauf que celui-là n'est pas connecté à Internet. Donc super idée, aussi ils sont déjà présents dans des camps de réfugiés, dans des villages au Soudan, enfin voilà, dans des zones où la connaissance, le savoir ne peut pas arriver si ce n'est sous la forme de livres, mais en tout cas l'accès à la culture, à Internet, grâce à cette petite boîte, eh bien elle est possible. Et donc les clients, ça va être le CICR et les ONG principalement, mais une très très belle idée aussi de chez Biki. Oui, ce qui est très, très malin, c'est-à-dire que
il n'y a pas besoin d'être connecté à Internet, donc c'est ceux qui se connectent à cette boîte ont accès au contenu qu'il y a dans la boîte, mais la boîte peut se mettre à jour elle-même lorsque, de temps en temps, il y a un accès à Internet. C'est ça qui est vraiment très très malin pour pouvoir continuer à avoir des nouveaux cours, des nouvelles données, des nouvelles vidéos. Je trouve ça vraiment... Alors là, c'est l'exégèse, je trouve, de l'intelligence humaine mise dans une petite boîte. J'adore. Bon, le CES, traditionnellement, c'est le salon de la télé. On voit beaucoup d'écrans. Alors, depuis quelques mois, sur les salons, notamment à l'IFA et au CES à Las Vegas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins d'écrans sur les stands de ceux qui en font et qui en montrent d'habitude énormément. Petite mention quand même pour LG qui présentait son écran OLED transparent, la série OLED T. Alors un écran qui reste hors de portée du commun des mortels, puisqu'il est disponible à la vente, mais à 60 000 $ pièce. En tout cas, c'était très impressionnant à voir sur le stand de LG. Et puis, pour parler télé, là, je suis allé sur le stand de TCL, l'un des grands constructeurs chinois. Et Olivier Semenou a insisté sur le nombre de technologies et d'innovations que TCL présente et sur lesquelles il continue de travailler tout au long de l'année qu'on pouvait voir au CES. Chez TCL, il y a une branche TCL CSOT en charge des écrans qui est en train de passer le premier fabricant mondial d'écrans au monde. Donc TCL est en train de prendre cette place de leader du côté des écrans. Du côté des téléviseurs, on est deuxième mondial. Mais effectivement, ici sur le show, on montre énormément d'innovations autour de nouvelles technologies concernant les écrans. On montre du mini LED, on montre du micro LED, on montre derrière moi une nouvelle technologie de panneaux VA avec un très fort contraste et pas de problème d'angle de vision. On montre même du inkjet printed OLED, donc de l'OLED par impression de points en phosphore. Donc on a tellement de technologies que maintenant on les maîtrise et on a l'embarras du choix, j'allais dire, pour choisir la montée en gamme. Alors chez nous, la montée en gamme, elle se fait beaucoup avec du mini LED, mais dans les années à venir, on pense que le micro LED va bien sûr s'imposer avec l'arrivée d'une troisième technologie qui est cette OLED par impression. Alors c'est bien, mais c'était plus facile avant d'acheter une télé, non? Parce que là, il y a un choix pas possible. C'est sûr que la télé à jet d'encre, ça va créer la confusion pour beaucoup, c'est sûr. Oui. En tout cas, ce moniteur, là, ça va être le premier produit à base des jets d'encre à l'écran disponible dans le courant de l'année. TCL qui se lance sur le marché des projecteurs avec un petit projecteur nomade destiné à la fois à la maison et au monde professionnel. Et puis, le lancement, l'annonce d'un premier robot d'accompagnement, son nom Amy, alors c'est AI, donc intelligence artificielle-Mi, petit robot tout mignon qu'on a envie de câliner, dont les yeux sont très très expressifs. Et ça me permet de faire le lien avec un autre stand, cette fois totalement dédié aux robots Fabrice, des robots qui t'ont peut-être fait peur, en tout cas moi j'en ai parfois eu peur en les approchant. Ils sont volontairement extrêmement réalistes, mais c'est peut-être leur seule qualité entre guillemets. On va rejoindre Trevor Walker sur le stand de Realbotics qui nous les présente, ces robots. We make humanoid companionship robots. They could be used in healthcare, education, people with special needs. Our vision right now is trying to make the most realistic looking robot. And we have all sorts of different faces that are interchangeable. You can have an old man, you can have a female, you can have a child. We're focused on information desks in like casinos, airports. We're not focusing on walking quite yet. But our vision is just making them as realistic as possible. We have full AI built into the heads, so you can have a conversation with it. It can learn from you. It can know your name. We have another robot here that we're demonstrating that has cameras in its eyes, so it can track your eye movements, your neck, your head, and make eye contact with you when you're having a conversation with it. Alors, écoute, les robots peuvent faire peur. Alors, j'aurais envie de dire, là aussi, allez voir la vidéo, c'est même déjà Trevor Walker qui me fait peur au début, un petit peu. Est-il complètement humain?
Alors ça, c'est une question qu'on peut poser. On peut aussi renvoyer nos auditeurs à un épisode précédent, on en a un petit peu parlé, mais ces robots qui veulent être aussi proches que possible de l'humanoïde et de nos représentations. D'abord, ils y arrivent pas vraiment, faut bien avouer, hein. Tu l'as dit toi-même à un moment, c'est que quand ils sont immobiles, on peut y croire un peu, puis dès qu'ils se mettent à bouger, ça va pas. Et puis, moi, je suis persuadé que ce n'est pas la bonne direction, c'est-à-dire humanoïde dans le sens avoir des jambes, des bras, des mains, mais plutôt avec un habillage métallique. Comme ça, on sait que ce sont des robots, mais c'est très adapté à notre monde quotidien qui est fait pour nous, les humains, justement, pour ouvrir une porte, pour attraper des choses. Les objets sont faits pour nous. Mais essayer de reproduire la peau et les expressions du visage, d'abord, on en est tellement loin que ça fait peur. Et puis, en plus, je suis pas sûr que ce soit une direction, en tout cas moi, dans laquelle j'ai envie que ça aille. Moi, ça m'a fait penser à Westworld, à la fois le film avec Yul Brynner et la série que vous avez peut-être vue ces dernières années, où un parc à base de robots, justement très réalistes, se met à bugger et se retourne contre les humains qui viennent le visiter. Voilà, c'est en tout cas l'impression que m'a fait cette jeune femme blonde. Surtout avec ses yeux en gros plan. En tout cas, les robots, c'est sûr que ça va être une dominante ces prochaines années, hein, non seulement avec Tesla, mais aussi avec tous les autres grands noms ou les startups qui s'y intéressent. On va finir notre best-of, Fabrice, en revenant à celui qui a quasiment ouvert cet épisode tout à l'heure, à savoir Gary Shapiro, le CEO de la Consumer Technology Association, qui organise le CES, un petit peu la légende du CES, Gary Shapiro. Et quand je l'ai rencontré, on était donc tout début du mois de janvier. On était très précisément à 15 jours de l'arrivée du retour au pouvoir de Donald Trump. Ce retour, il est pour dans quelques jours maintenant. Ben justement, je lui ai demandé ce qu'il attendait de cette deuxième présidence Trump pour l'industrie de la tech, en tout cas, et de l'innovation. On l'écoute. I think President Trump overall will have a positive effect. He is focused on making the United States economy strong, and a lot of our economy and stock market is focused on innovation and technology. He'll cut back some of the very highly anti-business approaches of the Biden administration, where there was regulations which were death by 1,000 knives. He has already replaced the chairman of the Federal Trade Commission with a nominee who doesn't require confirmation by the Senate, who is much more pro-business, wants big companies to be able to invest in smaller companies, so smaller companies will get the financing they need as startups, because people won't invest if they don't see an exit. So overall, President Trump, I think, will do a terrific job. There is a disagreement we have over tariffs, which are taxes and inflationary and not very good for world trade and world peace. But I think he has a history of solving some big conflicts in the Mideast. He has relationships with the foreign leaders who we disagree with. And having a discussion and a dialogue, I think, is a positive step. I'm an optimist. I've always been wrong about President Trump. But I think overall he wants the United States to be a strong country. And to be a strong country, we have to have good relationships and we have to trade. We can't just all of a sudden overnight manufacture everything ourselves. That would destroy our economy. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice, en un mot? En un mot, je trouve que ça souligne le fait que la nouvelle administration Trump, on le sait tous, va avoir un effet très fort parce que l'approche... Il y a des points communs avec les démocrates et puis aussi des points qui sont en divergence totale, notamment sur la régulation, comme l'a évoqué Gary Shapiro, et sur les freins ou pas justement à mettre au développement de certaines technologies comme l'intelligence artificielle. Et donc il est très très probable, et c'est ce que dit en gros Gary Shapiro, qu'on va avoir des progrès, en tout cas des changements très rapides, beaucoup plus rapides qu'avant, avec moins de régulation. Donc on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que aucune catastrophe ne se produise. Voilà pour ce CES 2025, Fabrice. Ce best-of, il boucle la boucle et il conclut notre folle quinzaine autour du CES. C'était bien, non ?
Ah oui, c'était bien. Alors, il y a encore quelques interviews et choses qu'on va pouvoir diffuser. Certains extraits qu'on a montrés dans cet épisode que vous venez d'entendre et de voir viennent d'interviews qui n'ont pas encore été diffusées dans leur totalité. Donc, stay tuned, comme on dit aux États-Unis, parce que sur notre page spéciale, vous allez les retrouver sur la page YouTube, dans le flux du podcast. Mais c'est vrai que quand même, à partir de la semaine prochaine, il va bien falloir qu'on revienne à notre format habituel, n'est-ce pas? Donc on va vous donner rendez-vous le vendredi 24 janvier 2025 pour le 21e numéro des Voix de la Tech. Voilà, d'ici là, restez au contact, suivez les Voix de la Tech sur X, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur Blue Sky. Alors liker, c'est bien, mais il faut aussi partager, republier, c'est mieux, c'est même bien mieux pour nous aider à nous faire connaître et à faire connaître les Voix de la Tech. Merci de votre fidélité et à vendredi prochain. Au 24 janvier, bye bye.